Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer avec la physiologie nerveuse et on va voir comment les neurones sont les unités structurales du système nerveux. Les neurones, ou cellules nerveuses, sont les unités structurales et fonctionnelles du système nerveux. Ces cellules hautement spécialisées, le nombre tournerait autour de la centaine de milliards quand même, hein, acheminent les messages sous forme de potentiel d'action. On verra après c'est quoi les potentiels d'action. Donc, les messages, c'est sous forme de potentiels d'action qui sont émis entre les différentes parties du corps. Outre donc cette fonction qu'on appelle excitabilité, les neurones possèdent également d'autres caractéristiques. Les neurones ont une longévité extrême. S'ils reçoivent une bonne nutrition, ils peuvent vivre et fonctionner de manière optimale durant toute la vie d'un individu. En plus, les neurones sont amitotiques, autrement dit, ils ont perdu leur capacité de se diviser, qui est incompatible avec leur fonction de lien de communication du système nerveux. Bon, c'est évident que si ils t'a divisé, continuer diviser, système que vous mettez pour que vous ayez une relation à l'autre, t'as pas quelques petits problèmes. Comme ils sont incapables de se reproduire, ils ne sont pas remplacés s'ils sont détruits. Heureusement, nous avons pas. Il y a toutefois des exceptions à cette règle. Par exemple, il existerait, alors le livre utilise le conditionnel, donc il n'y a pas fin trop su. Il existerait dans l'épithélium olfactif et certaines régions de l'hippocampe des cellules souches capables de produire de nouveaux neurones durant toute la vie d'un individu. L'activité métabolique des neurones est exceptionnellement élevée justement pour le déclenchement du potentiel d'action. Donc, les intenses réactions chimiques qui se déroulent leur permettent d'assurer le maintien de leur structure complexe et de fournir l'énergie nécessaire au transport actif sur lequel repose une grande partie de leur fonctionnement. De ce fait, les neurones requièrent un approvisionnement continuel et abondant en molécules d'oxygène et en glucose. Ils ne peuvent survivre que quelques minutes sans oxygène. Les neurones peuvent présenter certaines variations structurales, mais ils sont généralement formés d'un corps cellulaire dont émergent un ou plusieurs prolongements. Alors, on va revoir ça pendant la présentation. Il y a les définitions des termes. Ainsi, lorsqu'on va parler de noyau, il s'agira de regroupement des corps cellulaires. On a vu que le neurone, il a les corps cellulaires et les prolongements. Donc, le noyau, c'est le regroupement des corps cellulaires dans le système nerveux central, tandis que les ganglions, c'est le regroupement des corps cellulaires du système nerveux périphérique. On va appeler tractus ou faisceau le regroupement d'axones dans le système nerveux central, tandis qu'on parlera plutôt de nerfs pour ces regroupements qui se font dans le système nerveux périphérique. Allons voir les prolongements neuronaux. Ici d'agrandir ça. Donc, les neurones présentent plusieurs ramifications qui prennent naissance dans le corps cellulaire. L'encéphale et la moelle épinière, c'est-à-dire le système nerveux central, contiennent à la fois les corps cellulaires et le prolongement. À l'exception des ganglions, le système nerveux périphérique abrite les prolongements neuraux. Il existe donc deux types de prolongements neuraux. Un, les dendrites, et deux, les axones. Et ces deux-là diffèrent par la structure et les fonctions de leur membrane plasmatique. Donc, on est sous schéma qu'on a. On va voir qu'on a ici le corps cellulaire et on a les dendrites qui sont des structures réceptrices. J'aime dire non, le schéma, il résume. Et nous avons ici l'axone.
Il est d'usage de décrire les prolongements neuronaux à partir de l'exemple du neurone moteur. Donc ça, c'est un neurone moteur. Donc songez, c'est un neurone moteur. Vous avez le corps cellulaire, les dendrites et l'axone. Nous nous conformerons, donc le livre va montrer à cette pratique. Mais il faut se rappeler que le nombre de neurones sensitifs et certains petits neurones du système nerveux central ne ressemblent pas à ce modèle. En aller pour les dendrites. Les dendrites, donc on se rappelle, les dendrites, c'est ça, le petit bail qui sorti du corps cellulaire. Donc, les dendrites des neurones moteurs sont des prolongements courts et effilés portant des ramifications diffuses. Ça veut dire les ramifications rameaux. Donc là, on a un dendrite et tout petit point de qui sorti là, ce sont les ramifications diffuses. Le corps cellulaire du neurone moteur possède en général des centaines de dendrites. Okay? Et ces dendrites sont dotés des mêmes organites que le corps cellulaire lui-même. Donc, les organites, on les retrouve ici, c'est la substance chromatophile, réticulum endoplasmique rugueux, etc. Tout ce que vous avez étudié dans le biocell. Les dendrites forment la principale structure réceptrice. Donc, ils reçoivent les informations. Cette structure, et donc les dendrites peuvent recevoir un très grand nombre de signaux des autres neurones grâce à l'immense surface qu'elles couvrent. Il existe des dendrites plus fines, et à ce moment-là, on prend schéma ça. Il existe des dendrites plus fines qui, dans de nombreuses régions cérébrales, sont chargées de la collecte de l'information. Elles sont hérissées d'appendices épineux aux extrémités bulbeuses aux pointus, appelées épines dendritiques, qui constituent des points de contact étroits, donc des synapses, avec d'autres neurones. Voici, donc nous avons sur ce schéma, on représente un neurone avec les épines dendritiques, tout type de ça, tout que vous sous schéma. Les dendrites transmettent les signaux électriques vers le corps cellulaire. Ces signaux électriques ne sont pas des potentiels d'action. J'ai bien, on a dit que les dendrites vont différer quand même des axones. Donc, les signaux électriques que l'on va retrouver dans les dendrites ne sont pas des potentiels d'action, mais des signaux de courte portée appelés potentiels gratuits. Et nous parlerons ça plus loin. Après les dendrites, nous avons les axones. Les axones, on va d'abord parler de la structure, ensuite de la fonction de l'axone. Donc, chaque axone est muni, voilà, on dit ça pour nous le bien. Donc, c'est un axone ici. Chaque neurone est muni d'un axone unique. Donc, axone vient de axe. L'axone est issu d'une région conique du corps cellulaire appelée cône d'implantation ou cône d'émergence. Donc, on le voit bien, l'axone qui sort du corps cellulaire par l'intermédiaire du cône d'implantation. C'est conique, du cône d'implantation au cône d'émergence. L'axone débute par le segment initial de l'axone qui va en rétrécissant pour former un mince prolongement dont le diamètre reste uniforme jusqu'à son extrémité. Donc, on voit bien, l'axone donne un mince prolongement et mince prolongement ça jusqu'à son extrémité, il a même épaisseur, même diamètre. Dans certains neurones, l'axone est court, voire absent, tandis que dans d'autres, il peut constituer presque toute la longueur de la cellule. Ainsi, les axones des neurones moteurs régissant les muscles squelettiques du gros orteil s'étendent de la région lobaire de la colonne vertébrale jusqu'au pied, soit sur une distance de 1 mètre ou plus. Ces neurones sont donc les plus longues cellules du corps humain. Tout neurone, tout axone long est appelé neurofibre
aux fibres nerveuses. OK? Un neurone possède un seul axone, mais ce dernier émet parfois des ramifications nommées collatérales qui ne sont pas visibles sur ce schéma. Il ne faut pas mettre. Et ces collatérales forment des angles plus ou moins droits. Qu'un axone présente ou non des collatérales, son extrémité, on est ici maintenant, son extrémité se divise habituellement en de très nombreuses ramifications terminales appelées télodendrons. Il n'est pas rare qu'un neurone compte 10 000 télodendrons, voire plus. Les extrémités bulbeuses des télodendrons sont appelés corpuscules nerveux terminaux ou boutons terminaux. On avait vu la structure. Maintenant, on va voir la fonction de l'axone. L'axone est la structure conductrice du neurone. Il produit des potentiels d'action, ce qui est différent de ce que produit les dendrites. Donc, il produit des potentiels d'action qu'il transmet jusqu'aux effecteurs musculaires et glandulaires. Effecteurs, ce sont ceux qui vont faire une action. Donc, il transmet, qu'il transmet jusqu'aux effecteurs musculaires et glandulaires, habituellement le long de la membrane plasmique qu'on appelle axolème, dans le neurone moteur. OK? Ainsi, dans ce neurone moteur, le potentiel d'action est produit au niveau du cône d'implantation du corps cellulaire et du segment initial de l'axone qu'on appelle zone gâchette et conduit jusqu'au corpuscule nerveux terminaux qui forme la structure sécrétrice du neurone. Donc, le cône d'implantation donne suite à la zone gâchette où va se produire le potentiel d'action qui va donc partir du corps cellulaire jusqu'au télodendron et provoquer la sécrétion de produits au niveau des corpuscules terminaux. Ce potentiel d'action va donc entraîner la libération dans l'espace extracellulaire de neurotransmetteurs qui sont des messagers chimiques emmagasinés dans les vésicules des corpuscules nerveux terminaux. Les neurotransmetteurs excitent ou inhibent les neurones ou les cellules des muscles et des glandes avec lesquelles l'axone est en contact étroit. Chaque neurone échange des signaux avec une multitude d'autres neurones. On peut dire qu'il entretient des conversations simultanées avec de nombreux neurones. Donc, au niveau des télodendrons ou des corpuscules nerveux, ces corpuscules nerveux, ils ont un rapport avec soit le muscle, soit les glandes, soit d'autres neurones, OK, qui peuvent inhiber ou exciter. C'est ça qu'on voit en tout. OK? L'axone contient les mêmes organites cytoplasmiques que les dendrites et le corps cellulaire, à l'exception du réticulum endoplasmique rugueux et des complexes golgiens, puisque ces deux structures interviennent dans la synthèse et le remballage des protéines. L'axone a donc besoin du corps cellulaire pour renouveler ses protéines et ses composants membranaires, deux mécanismes de transport efficaces pour les distribuer. Donc, si nous songeons la biocelle là, et pour pouvoir sécréter des produits, il faut que le corps, que les organiques arrivent à reproduire la membrane cellulaire. Okay? Pour qu'il puisse avoir l'exocytose
apoptose des fameux neurotransmetteurs. OK? Et il faut que toute vésicule ça, qu'a circulé en dans axone là. OK? Donc, il besoin, un, le corps cellulaire, que le cas retrouve protéines que le bras le sécréter, OK? Et il a besoin de corps cellulaire tout pour le refaire membrane, composante membranaire. Ce qui, c'est ce qui explique que les axones, plus précisément leur partie distale, comme nous le verrons plus loin, se décomposent rapidement s'ils sont coupés ou gravement endommagés. Donc, si on va qui coupé au axone, l'axone meurt. Comment se fait le transport au niveau de l'axone? C'est ce qu'on appelle le transport axonal. Comme les axones sont très souvent longs, on pourrait s'attendre à ce que les molécules s'y déplacent difficilement. Toutefois, l'interaction des protéines motrices et de certains éléments du cytosquelette, surtout les microtubules, permet aux substances de circuler sans interruption le long de l'axone. Et ce, dans deux directions. Le mouvement antérograde s'éloigne du corps cellulaire. Au nombre des structures et des substances qui se déplacent dans cette direction, il y a les mitochondries, des éléments du cytosquelette, les composants membranaires, tels que les vésicules destinés au renouvellement de la membrane plasmique de l'axone, ainsi que différentes enzymes nécessaires à la synthèse de certains neurotransmetteurs. D'autres neurotransmetteurs sont synthétisés dans le corps cellulaire, emballés dans des vésicules, puis transportés jusque dans les corpuscules nerveux terminaux. Deuxième mouvement, le mouvement rétrograde, va vers le corps cellulaire. Les substances transportées dans cette direction sont principalement des organiques renvoyés dans le corps cellulaire pour être dégradés ou recyclés. Le transport rétrograde est aussi un important moyen de communication intracellulaire. Il informe le corps cellulaire des conditions prévalentes dans les structures nerveuses terminaux. De plus, il achemine les vésicules contenant des molécules qui servent de signaux tels que le facteur de croissance des cellules nerveuses qui activent certains gènes nucléaires. Donc, nous avons deux mouvements. Le mouvement antérograde, donc, mettons flèche comme ça. Donc, le mouvement antérograde qui va s'éloigner du corps cellulaire et le mouvement rétrograde qui va vers le corps cellulaire. Le mouvement rétrograde, c'est bon parce que ça permet que toute information qui vient dans l'axone retourner dans le corps cellulaire. Ça permet que le vésicule qu'il va recycler dans le corps cellulaire pour régénérer la membrane cytoplasmique. Un seul mécanisme de transport bidirectionnel est à l'œuvre dans l'axone. Il utilise différentes protéines motrices ATP dépendantes qui sont la kinésine et la dinéine selon la direction du transport. Ces protéines propulsent les composants cellulaires le long des microtubules comme des trains sur des rails à une vitesse pouvant atteindre 40 cm par jour. On a fini de voir le transport axonal. On allait pour ce qui fait que nous la médecine, c'est-à-dire que on va avoir ce qu'on appelle les déséquilibres homéostatiques. Ainsi, le transport axonal rétrograde n'a pas que des effets positifs, puisque plusieurs virus et certaines toxines bactériennes qui nuisent au tissu nerveux empruntent aussi ce chemin pour atteindre le corps cellulaire et s'y multiplier. C'est le cas des virus de la poliomyélite, de la rage, de l'herpès.
de la toxine tétanique et de certains métaux lourds. Au-delà de ces inconvénients, on peut utiliser le transport rétrograde. On imagine, par exemple, de traiter certaines maladies génétiques grâce au transport rétrograde en faisant pénétrer dans les cellules des virus inoffensifs contenant des gènes correcteurs. OK, la protéine ainsi corrigée sera absorbée par le neurone pour finalement emprunter la voie axonale. Donc, il dit que il a utilisé ça, il était utilisé pour justement expliquer, pour guérir certaines maladies, mais ça reste quand même du domaine hypothétique. Donc, maintenant, on va parler de la gaine de myéline, qui, suivant le schéma qu'on avait vu, qui justement va entourer l'axone. Pourquoi est-ce qu'il y a une gaine de myéline? Donc, les axones de nombreux neurones, et en particulier ceux qui sont longs et de diamètre important, sont recouverts d'une enveloppe blanchâtre lipidique lipoprotéinémique et segmentée appelée gaine de myéline. La myéline protège les axones et les isole électriquement les uns des autres. De plus, elle accroît la vitesse de transmission des potentiels d'action. Les axones myélinisés, enveloppe d'une gaine de myéline, conduisent des potentiels d'action rapidement, tandis que les axones amyélinisés les acheminent plus longtemps. La différence peut être de l'ordre de 150 fois, c'est-à-dire 150 mètres secondes pour les premiers, ceux qui sont myélinisés, et de moins de 1 mètre par seconde pour les seconds. La myéline ne recouvre que les axones. Les dendrites eux-mêmes sont toujours amyélinisés. Maintenant, comment cette myéline va se mettre au niveau, va s'installer au niveau du système nerveux périphérique et du système nerveux central? OK? Donc, dans le système nerveux périphérique, les gaines de myéline entourant l'axone sont formées d'un grand nombre de neurolémocytes qui s'étendent tout le long de ces structures conductrices. D'abord, les neurolémocytes s'incurvent. Ça va monter là. Donc, il va envelopper axone. Donc, en français, on dit qu'il s'incurve. D'abord, les neurolémocytes s'incurvent pour recevoir l'axone. Puis, j'ai remonté là, ils s'enroulent autour de lui à la façon, bon, je dis d'enrouler à la confiture. En tout cas, ils s'enroulent autour de lui. Les enroulements sont lâches initialement, puis, parce qu'il y a un cytoplasme là-dedans, je montre au cytoplasme, il y a un espace là. Puis, le cytoplasme des neurolémocytes est graduellement expulsé d'entre les couches de la membrane. Et si vous regardez là, vous voyez que il devient beaucoup plus fin. Donc, il y a un espace, espace avec le cytoplasme, et au fur et à mesure, ça devient beaucoup plus fin. Quand l'enroulement est achevé, l'axone se trouve entouré d'un grand nombre de couches concentriques composées de membranes plasmiques des neurolémocytes. L'ensemble prend l'aspect d'un doigt enveloppé de nombreuses couches de gaz. Ces couches concentriques constituent la gaine de myéline proprement dite. L'épaisseur de la gaine dépend du nombre de couches de membrane. Le noyau, ici, le noyau et la majeure partie du cytoplasme de cette cellule se retrouvent concentrés dans un bourrelet à l'extérieur de la gaine. Dans un bourrelet à l'extérieur de la gaine de myéline, cette portion du neurolémocyte qui comprend la partie exposée de la membrane plasmique est appelée donc neurolème, c'est-à-dire enveloppe du neurone. Les membranes plasmiques des neurolémocytes
contiennent beaucoup moins de protéines et beaucoup plus de lipides que celles de la plupart des autres cellules. Or, ce sont ces protéines-là qui permettent justement le transport membranaire, si nous songeons et biocelles noires. Donc, comme tu as très peu de ça, on ne va pas trouver de canaux protéiques ni de transporteurs protéiques. Songez que cette gaine de myéline, elle est là pour isoler le nerf. Et donc, cette caractéristique qui rend la membrane pratiquement étanche, fait des gaines de myéline des isolants électriques exceptionnels. Ces membranes se distinguent aussi par la présence de molécules de protéines spécifiques, les MBP, ou protéines basiques de la myéline, qui s'imbriquent les unes dans les autres pour former une sorte de fermeture auto-agrippante, tant qu'au velcro, okay, entre les membranes adjacentes, dont l'ensemble constitue la couche de myéline. Les neurolymphocytes adjacents le long de l'axone ne se touchent pas. Ça, c'est dans le schéma précédent que nous verrons ça. Ouais, ils ne se touchent pas. Ils vont donc laisser des espaces qu'on appelle les nœuds de la neurofibre ou encore les nœuds de Ranvier. C'est au niveau de ces intervalles que les collatérales peuvent émerger, vous songez, et qui sont pratiquement à angle droit. Il arrive parfois que les neurolymphocytes entourent les axones de neurones périphériques, okay, sans toutefois s'enrouler autour. Okay? 15 axones ou plusieurs peuvent alors occuper des renforcements distincts dans la surface du neurolymphocyte. On dit que les axones ainsi liés au neurolymphocyte, ouais, bon, compliqué pour moi, mais sont amyélinisés. Ils forment généralement des fibres minces. OK, donc ça, c'était pour la disposition, OK, au niveau de l'axone. Maintenant, la myélinisation dans le système nerveux. Et pour ça, il faut nous retourner au niveau de la névroglie. OK? Euh, voilà. Donc, myélinisation du système nerveux central. Le système nerveux central contient aussi bien des axones myélinisés que des axones amyélinisés. Par ailleurs, dans le système nerveux central, ce sont les oligodendrocytes qui élaborent la gaine de myéline, contrairement aux neurolymphocytes qui s'enroulent pour former un seul segment entre deux nœuds d'une gaine de myéline. L'oligodendrocyte possède de nombreux prolongements plats qui peuvent s'enrouler autour de multiples axones à la fois. À l'inverse, une neurofibre peut devoir son enveloppe de myéline à plusieurs oligodendrocytes. Donc, c'est ça à vous montrer dans ce schéma. Donc, c'est l'oligodendrocyte qui va envoyer des prolongements et ces prolongements vont s'enrouler autour de la fibre. OK? Et une fibre nerveuse peut avoir des enroulements de myéline venant de plusieurs oligodendrocytes. Et comme dans le système nerveux périphérique, les sections adjacentes de la gaine de myéline d'un axone sont séparées par des nœuds de la neurofibre. Toutefois, les gaines du système nerveux central sont dépourvues d'un neurolymphe parce que ce sont des prolongements cellulaires qui s'enroulent et que le cytoplasme est repoussé
vers le centre de la cellule où se situe le noyau, non vers la périphérie. Donc, les noyaux ne font pas partie de la gaine, qui sont repoussés en dehors, parce que justement, ce sont les prolongements du noyau que les voyez. Comme dans le système nerveux périphérique, les axones dont le diabète est très petit ne sont pas myélinisés. Ces axones amyélinisés sont recouverts par justement les prolongements plats des gliocytes adjacents. OK. Donc, c'était tout pour cette section qui parlait des neurones. La prochaine section va parler de la classification des neurones. Donc, on se verra pour cette vidéo. Au revoir tout le monde et à la prochaine.